Jusqu'à un passé récent, la Pologne, ou du moins l'image que je m'en faisais, ne correspondait pas précisément à la plus ensorcelante des destinations pour les vacances sur l'eau. Révisez vos manuels, quelques surprises de taille vous attendent. Petit point géographique pour commencer, la Verte Mazurie est l'une des régions les plus touristiques de Pologne, peuplée de forêts immenses, fréquentée d'animaux sauvages et constellée d'une multitude de lacs reliés entre eux par des petits canaux charmants et reposants. Une sorte de paradis pour ceux qui pratiquent le tourisme en eau douce. La Mazurie est le pays de la mazurka, qui fit les délices de Chopin. C'est aussi le pays des cigognes. Mikołajski est le point central des lacs de Mazurie. Au début, c'est un peu difficile à prononcer, mais vous verrez, on s'habitue vite. C'est à Mikołajski que vous commencerez à réaliser que vous êtes ailleurs. Je ne parle pas de la langue. Le polonais n'est somme toute pas plus compliqué que le mandchou, le finnois ou le serbo-croate. Non. Mais en quelques instants, vous sentirez que l'air est plus léger, l'ambiance plus détendue. Les quais sont le plaisir de celui qui a oublié le bureau. Chip Chandler pour l'ambiance laiton et cordage, quelques stands de l'inutile essentiel, restaurants, églises en haut de sa colline qui diffusent des messes sur haut-parleurs. Dans les supermarchés, les rayons vodka surprennent et partout, les sourires féminins pleuvent. La Pologne en un mot. Lorsque les jouissances terrestres ne suffisent plus, une envie irrésistible de prendre le large saisit. Au nord, on rejoint Rhin en dépassant un îlot étrange, Dusa Vispa, couvert de milliers de mouettes rieuses qui virevoltent sans fin, superbement ignorées par un pêcheur au coup de soleil impressionnant, debout dans sa barque. Une future réserve de guano, sorte de Galapagos lacustre et nordique. La cité fut pendant des siècles le fief des chevaliers teutoniques, et la forteresse de Rhin, du XIVe siècle, domine de ses hauts murs la petite ville aux maisons colorées. Un château fort grandeur nature où les enfants ne s'ennuient pas une minute au milieu des armures de tout poil. La découverte des autres lacs continue au matin. Soudain, une cigogne surgit de nulle part, passe majestueusement devant l'étrave. Magique. Les rives sont presque entièrement ceinturées de roseaux et d'ajoncs, dont les reflets semblent faire avancer le paysage dans l'eau. Les maisons s'espacent, de petites îles apparaissent, et peu à peu, la forêt envahit les berges. Pour rejoindre les lacs au nord, les canaux sont une symphonie de parfums dignes des plus grands noms. Bois brûlé, fragrances de fleurs diverses, parfums des tilleuls de la rive. Le vert emplit l'espace, les oiseaux souhaitent le bonjour, accompagnent tout du long, et dans les roseaux, on peut parfois apercevoir un ragondin, un castor, et même un renard sur la berge. Un pêcheur aussi. Après le lac Taltowisko, le canal Leleki débouche sur un ponton minuscule, un peu surréaliste. À l'extrémité s'élève un escalier en colimaçon qui mène nulle part. Sa ferraille bleue et brandante conduit à une plateforme coiffée d'un chapeau chinois, d'où à 2,50 m du sol, on peut plus facilement observer les évolutions. Les évolutions de quoi, à propos ? Le bateau, en silence, avale les vagues avec la régularité d'une limousine de grande classe et enchaîne les canaux et les lacs jusqu'au lac Negocine, le plus grand de cette série. C'est là où se niche Giżycko, tout au fond, la porte du Nord. Le ciel de plus en plus menaçant nous impose une visite rapide, avec finalement peu de choses à voir. Les deux seuls monuments notables sont une grande bâtisse à l'abandon, vestige de l'aile d'un château du XIVe construit par les chevaliers teutoniques, et un pont tournant en bois du milieu du XIXe
l'un des 2 seuls spécimens de ce type en Europe. Il ouvre la voie vers le nord. À heure fixe, un peu comme dans les horloges à automates hollandaises, un homme aux cheveux blancs abaisse les barrières et vient planter sa grande manivelle sur le gros boulon qui fait pivoter l'engin, l'air accablé de celui qui a déjà répété le geste des milliers de fois. Il tourne autour, en pensant probablement à toute autre chose. Le prix du pain, le mariage de sa petite nièce, le prochain match de foot. Le pont vire lentement sur ses roues de fer, en grinçant un peu, mais pas trop, comme s'il ne voulait pas ajouter au malheur ambiant un bruit intempestif. Autour, les grands arbres du parc se taisent. Les passagers des voitures regardent passer les bateaux, et le château des chevaliers teutoniques espère encore en un conte de fées qui lui redonnerait sa splendeur d'antan. La nuit est calme dans la marina, bercée par le bruit des gréements qui claquent dans le vent. Un alignement de dériveurs d'une école de voile forme une sorte de grand peigne jaunâtre dans l'obscurité. Nous terminons notre remontée vers le nord dans la marina de Steenort, au fond d'un petit lac, le Steenorki. Quelques embarcations à l'ancre sont cachées dans les roseaux et seul le mât dépasse les feuillages. L'impression est surprenante. Le ciel bleu est revenu avec de jolis nuages blancs. Pour le moment, les pontons sont presque déserts. Tous les voiliers sont sortis à louvoyer sur les eaux bleues du lac Kisajno, à côté. En haut de la butte s'élève un château bâti au XVIe siècle et entouré d'un immense parc aux arbres gigantesques. L'un des propriétaires fut le comte von Lehndorff, qui participa à l'attentat contre Hitler en 1944 aux côtés de Rommel. Ce qui reste du bunker du Führer, la tanière du loup, Wolfschanze, n'est qu'à quelques kilomètres d'ici, tout comme la frontière russe. Au coucher du soleil, la lumière tourne à l'admirable et les reflets dans l'eau calme jouent avec nos yeux. Au sud de Mykolaïchki, il faut choisir entre, à gauche, le plus grand lac de Mazurie, le Sniarzwy, et sur la droite, une succession de lacs étroits qui se terminent en cul-de-sac pour les bateaux au moteur à partir du lac Nitski. On y descend en une toute petite journée. De chaque côté du lac s'étend une immense forêt de pins et de sapins, la forêt de Pise, classée parc naturel. Il y a bien longtemps, on y trouvait aurochs, ours et gloutons, sortes de petits ours à longue queue qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne peuplent pas les restaurants. On y croise aussi des cerfs, des élans, des renards, des martres et des blaireaux. Mais vous me direz, les blaireaux, ça n'est pas si rare. Avec un peu de chance, vous y apercevrez un groupe de petits chevaux sauvages polonais, descendants des fameux tarpans, aux robes grises et longues crinières noires. En étant silencieux et amical, on peut aborder et aller les caresser, car ils ne sont pas trop farouches. En revanche, n'espérez pas trop voir un lynx ou un loup. Ils vivent au plus profond de cette forêt de 86 000 hectares. L'écluse de Guzianka, la seule de l'endroit, sépare la suite des lacs en deux, à la façon d'un nœud papillon. Elle n'est pas bien grande, et les murs sont en pente oblique, munis de petits bouts de corde que l'on récupère avec la gaffe. Original, mais efficace. Une mouette, perchée sur ce qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une bricola vénitienne, nous observe d'un œil bizarre. La nature s'en donne à cœur joie. Les arbres s'alanguissent jusqu'au ras de l'eau, de vieux pieux immergés reprennent vie et font des feuilles, et même un héron se pose à la façon d'une danseuse étoile sur une scène invisible. À la hauteur de Nida, les moteurs doivent céder la place au silence. Il faut donc repartir par le chemin inverse. Le ciel tourne au rose pâle lorsque nous apercevons un ponton, autrefois ocre, perdu au fond d'une petite baie. Il appartient à un hôtel en lisière de forêt. Un magnifique hôtel très singulier, l'hôtel Nitski.
un lieu idéal pour écrire un livre face au soleil couchant. Nous en profitons pour effectuer un petit tour sur un chemin sablonneux, entouré d'arbres immenses. Mené par un cheval à belle allure, un chariot dont le conducteur nous regarde bizarrement nous surprend, puis l'ombre d'un oiseau géant nous frôle. Son nid n'est pas loin, un nid énorme, de la taille de celui d'une cigogne. Mais il n'y a pas de cigogne en forêt, comme chacun sait. Nous en avons donc déduit qu'il s'agissait d'un pigargue, sorte d'aigle à tête ou queue blanche, symbolisée sur le blason polonais, et nous remisons nos idées naissantes sur Jurassic Park, puis nous rentrons au bateau, en cueillant des fraises des bois et des trèfles à 4 feuilles. Nous avons quand même voulu jeter un coup d'œil au lac Sniardvi, surnommé la mer de Mazurie. Il faut reconnaître qu'il est impressionnant. Au passage, nous croisons une armada de cormorans prêts pour le dernier congrès de la saison. Il y en a des centaines, dans l'eau et dans les airs. Un petit vent sec s'est levé, le ciel vire du bleu sale au bleu gris, puis au gris et enfin au plomb. Et l'obscurité tombe lentement vers 13 heures. Un gros grain se prépare et nous sommes au milieu de l'eau. Et cela n'est pas raisonnable. Nous croisons un voilier blanc irréel qui fait route dans l'autre sens à toute allure. Nous sommes tentés de le suivre, mais sur la carte, un petit groupe d'îles nous tend les bras. Nous nous y réfugions en quelques minutes, jetons l'ancre devant une petite plage de sable bordée de roseaux, et la pluie se met à crépiter. C'est inouï. L'eau a pris la couleur du ciel. La symphonie pastorale de Beethoven envahit la stéréo du carré, histoire de rester dans le ton, et il faut avouer que tout cela a une certaine allure. 1 heure plus tard, tout est terminé. Le pont brille comme s'il avait été verni de nouveau. Le bleu réapparaît par endroits, et nous quittons notre abri. Beethoven s'est tu. Le retour vers Mykolaïchki est silencieux. Chacun pense à la même chose. Demain, nous rentrons en France.